Fréquence Drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Fréquence Drone, interview. Il y a 10 ans, quasi jour pour jour, naissait la première réglementation drone en France. Depuis lors, le drone est devenu un outil indispensable à bon nombre d'entreprises. À partir de 2019, la réglementation drone a évolué pour devenir européenne. La DSAC, la Direction de la sécurité de l'aviation civile, a vu certaines de ses compétences en matière de sécurité aérienne des drones être confiées à l'AESA, l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Certains se plaignent aujourd'hui de la complexité de cette réglementation et des pleins pouvoirs de l'EASA. Qu'en est-il réellement ? On va poser la question à monsieur Stéphane Morelli, que Fréquence Drone reçoit aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Bonjour Thierry. Alors Stéphane, tu as une longue carrière dans le drone, donc dans le domaine du drone. Notamment, tu es formé à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Tu es ingénieur diplômé de l'ENSTA, option imagerie. Tu as été commandant du régiment des drones de l'armée de terre, le 61e régiment d'artillerie. Tu es par ailleurs expert des drones militaires et civils. On peut citer aussi que tu es l'ex-président de la FPDC, la Fédération pour les drones civils. Tu es cofondateur aussi d'Azur Drone et aujourd'hui, tu es responsable produit simulation drone à Sogitech, une filiale de Dassault Aviation. Quelle belle carrière, hein ? Merci. En quoi consiste le travail d'un responsable produit simulation drone ? Oui, en fait, la société à laquelle j'appartiens depuis un peu plus d'une année est une filiale de Dassault Aviation et qui est spécialisée dans la simulation aéronautique à des fins de formation et d'entraînement. Les produits phares de la société sont le simulateur pour le Rafale, le Mirage 2000, ou encore le MH90, le Spectre MH90. Donc, on voit que ce sont des aéronefs habités, particulièrement performants et exigeants en matière de formation et d'entraînement. Et donc depuis plusieurs années, il y a une réflexion en cours de cette société pour voir comment se lancer dans la simulation pour équipage des drones. Et donc j'ai été recruté à cet effet pour un produit qui vise à former non pas seulement les télépilotes, mais plutôt un équipage constitué en mission d'observation, de surveillance, de renseignement à partir d'un drone qui va voler hors de la vue directe et sur lesquels il y a un certain automatisme, d'habitude, de procédures et d'actions à mener correctement pour remplir les missions discrètement, efficacement et avec succès. C'est à ce titre que j'interviens pour être le client interne sur les développements qui sont faits par la société, sur un simulateur qui s'appelle Genius et qu'on commence à proposer sur le marché de la surveillance, donc des drones de surveillance, militaires principalement, mais également civils, puisque maintenant on a des activités d'opérateurs qui s'exercent dans ce secteur, que ça soit sur la mer ou sur les frontières. Dis-moi, donc depuis 10 ans, les exploitants drones sont passés de quelques dizaines d'exploitants à plus de 13 000. Que penses-tu de la multiplicité des drones sur notre territoire national ? Alors, on a un nombre d'exploitants qui est quand même très élevé. Il est peut-être même trop élevé. Ça, c'est le côté peut-être économique qu'on peut développer. C'est l'adéquation entre un marché et le nombre, entre tout simplement la demande et l'offre. On voit qu'il y a probablement une offre qui est supérieure à la demande, donc ça m'amène à considérer qu'il y a probablement une offre soit qui va monter, on l'espère, mais probablement une rationalisation du secteur qu'on attend un peu, parce que ça fait quand même beaucoup d'exploitants qui sont en difficulté économique ou en insuffisance économique. Pour autant, le côté positif de ce nombre élevé d'exploitants, c'est que ça traduit malgré tout un volume d'activité qui est croissant, qui devient important chaque année. On voit des cas d'usage qui sont nouveaux, on voit des cas d'usage qui sont de plus en plus volumineux en termes d'heures de vol, avec donc de l'innovation et de la croissance. Et donc ça laisse malgré tout certaines places à l'optimisme pour se dire que les exploitants qui restent encore sur ce marché ont encore une capacité à tenir
et donc à devenir des acteurs peut-être plus importants sur cette grande concurrence qu'on a, qui est d'ailleurs valable en France, mais dans le monde entier, c'est une tendance qui est assez générale. En 2017, tu étais le président de la FPDC et tu prévoyais plusieurs dizaines de milliers d'emplois à l'horizon 2020. Bon, si l'on regarde les chiffres, effectivement, aujourd'hui, il y a près de 13 000 exploitants de drones, mais la plupart sont en micro-entreprise et peinent à trouver des missions. Pourquoi les emplois ne se sont-ils pas développés en statut salarié ? Alors, il y a des salariés. Il y en a, pas à la hauteur, effectivement, de ces chiffres qu'on pouvait espérer, de l'ordre de 20 000, voire un peu plus. Mais il y a des salariés, notamment chez les opérateurs de drones, qui sont donneurs d'ordre également. Et paradoxalement, les rencontres de l'énergie qu'on connaît tous, que ce soit Enedis, RTE ou des transports, comme la SNCF, ont leurs propres opérateurs. Donc en fait, il y a eu des postes pourvus en compétences du télépilote. Ça n'a pas donné lieu forcément à des créations d'emplois, mais ce sont malgré tout des télépilotes ou autres acteurs de l'écosystème drone qui sont salariés. Il y a également des salariés chez les constructeurs. Constructeurs qui sont partie importante de l'écosystème, qui sont constructeurs ou qui sont éventuellement revendeurs moyennant quelques adaptations, également toute la partie formation qui donne lieu à des postes de salariés. Mais il est vrai qu'on n'est pas du tout à une part de salariés qui est majoritaire dans ce marché, dans cet écosystème de drones civils. La raison principale, c'est que cet écosystème est encore trop fragile. C'est valable en France, c'est valable dans le monde, pour justifier des emplois pérennes. Et puis le dernier point, c'est que le drone qui a été initialement présenté comme un emploi, il faut plutôt le voir comme un outil. C'est-à-dire qu'un photographe aujourd'hui a beaucoup d'avantages à se doter de son drone pour effectuer ses prises de vue. Ça ne crée pas d'emploi, mais ça lui donne un aspect nouveau pour sa profession, donc une compétitivité nouvelle. Ce que je dis pour un photographe, c'est valable pour un géomètre ou pour un agent immobilier. Voilà, donc on a encore cet écosystème en pleine ébullition qui se traduit pas totalement ou même insuffisamment en termes de création d'emplois. Oui, tout à fait. En fait, des emplois, comme on a l'habitude de parler d'emplois. Il ne faut pas oublier quand même que les emplois en micro-entreprise restent quand même des personnes qui ne sont pas sans emploi. Donc c'est quand même aussi une petite réussite. Alors, Amazon a annoncé de mettre prochainement en place des lignes de livraison par drone. Bon, les laboratoires pharmaceutiques regardent aussi de très près cette opportunité, tout comme beaucoup d'entreprises françaises. Cependant, ces lignes n'existent pas encore en France. Penses-tu que nous verrons prochainement des livraisons par drone arriver en France ? Alors, il existe quand même, à ma connaissance, 2 lignes assez régulières qui sont armées par filiales de la Poste pour transporter des colis. L'une respectivement dans le sud de la France, à Ferrières, et l'autre en Isère. Donc 2 lignes, ça n'est pas rien, mais c'est très faible effectivement, mais ça reste expérimental. Je pense que le problème principal, il est sur le modèle économique de ce type d'activité. Au-delà de la bonne idée qui est de dire qu'un drone, même un petit drone, peut transporter des colis à une vitesse faible, mais qui ira peut-être plus vite que le trafic routier, puis avec une empreinte carbone faible, il faut regarder comment tout cela peut fonctionner économiquement, c'est-à-dire quel est le bien transporté, quelle est sa valeur, quelle est la durée du trajet, quelle est la masse de ce qu'il a transporté, et surtout, est-ce qu'on peut proposer ça à titre industriel avec des mesures de sécurité suffisantes pour convaincre l'autorité d'obtenir les autorisations. Et quand on cumule toutes ces contraintes, ces impératifs, on voit que le chemin est long à parcourir, et il est même long à parcourir pour une société comme Amazon, qui a mis des ressources assez considérables, et qui pour l'instant, par rapport aux premières annonces qui datent, si je ne me trompe pas, de 2014, n'a toujours pas mis en œuvre ces choses-là de manière industrielle. Maintenant, on voit qu'il y a des vrais cas qui fonctionneront bien, probablement, avec du transport pharmaceutique, du transport de laboratoire, d'échantillons de laboratoire, lesquels il y a
bonne présomption sur des zones particulières pour que ça marche bien. Bien. Alors, passons maintenant à un autre sujet. Il y a 5 ans, à l'occasion d'une interview, tu disais « Le drone va révolutionner le monde de la sécurité ». Est-ce toujours d'actualité? Alors oui, assurément. Je pense que ce cas d'usage est assez caractéristique d'une véritable plus-value du drone dans certains contextes. Je vais y revenir, mais lorsque les tâches sont répétitives, qu'elles sont nocturnes, qu'elles sont dangereuses, le drone fait un travail de surveillance qui est très appréciable pour le monde de la sécurité, qui est un monde qui est très challengé sur le plan économique et qui est en recherche de solutions plus exhaustives, plus industrielles. Je pense que dans plusieurs endroits, plusieurs sites, plusieurs occasions, le drone a trouvé sa place sur des activités de sécurité. Pour autant, on voit des situations, et on a vu la réglementation et la loi évoluer en France avec de très fortes contraintes liées à la préservation de la vie privée, notamment contraintes appliquées aux acteurs de la sécurité publique. Donc, moi, en tant qu'acteur du drone, je me désole un peu de voir que on n'a pas voulu confier toutes les capacités, le potentiel du drone aux acteurs de la sécurité publique, notamment donc, les gendarmes et les policiers, qui sont un peu avec un outil avec un fort potentiel, mais sur lequel ils peuvent exploiter que très peu de ce potentiel. Là, pour moi, il y aurait une marge d'évolution avec un retour d'expérience et sans pour autant atteindre les libertés individuelles, puisque en fait le drone est là pour repérer des activités qui peuvent être dangereuses ou malfaisantes, sans pour autant nous surveiller en temps et en heure, en permanence, puisque le drone il est vraiment d'un usage ponctuel. En tout cas, ceux qu'on connaît, les petits rotors, ne vont pas voler 24 heures sur 24, loin s'en faut. Oui, tout à fait. Alors, toujours dans le registre de la sécurité, c'est un sujet aujourd'hui qui est en vogue, et les entreprises de surveillance commencent à s'intéresser de plus en plus à ces drones dits automatiques, ces fameux drones qui décollent d'une boîte et y atterrissent automatiquement sans qu'il y ait d'intervention humaine. Peut-on avoir confiance dans ces systèmes sans intervention humaine? Ah oui, je le pense. C'est pas au cofondateur d'Azure Drone que en fait on va trouver une réponse négative à la question. Mais plus sérieusement, aujourd'hui, à partir du moment où on a fait une véritable analyse du risque lié à l'opération, c'est-à-dire une opération, c'est un système mis en œuvre par, on va dire, des intervenants avec un certain niveau de formation et d'entraînement. Et puis dans une zone, un contexte donné, avec un risque au sol, un risque à l'air. Si cette analyse a été formalisée d'ailleurs par l'Agence européenne de sécurité aérienne, elle est suffisamment rigoureuse, il y a des situations où elle conduit à des situations où l'autorité donne son avis favorable pour utiliser le système, avec l'avantage de décharger l'agent de sécurité ou l'opérateur de sécurité de la responsabilité un peu prégnante du pilotage, du télépilotage. Et donc, au-delà d'Azure Drone, également un certain nombre d'acteurs en France et dans le monde fournissent ce type de système qui donne lieu maintenant à un nombre croissant de déploiements qui attestent que l'automatisme est quelque chose qui a plutôt des bénéfices en termes de sécurité et qui a aussi des bénéfices sur le plan économique. Tout à fait. Alors, toujours dans le registre sécurité, on a aussi son pendant qui est la sûreté. Et à l'horizon des Jeux Olympiques de 2024 et en ces temps de tensions géopolitiques, une grande crainte monte chez nos responsables politiques en matière de sûreté du territoire. Ton avis sur le sujet ? Alors, ça va être un avis plutôt de citoyens dans un premier temps, de citoyens intéressés par les questions de sûreté et de sécurité. Oui, la crainte, elle est quand même logique. On est dans un monde quand on voit la complexité et puis la dangerosité croissante. Et on arrive en 2024 où la France devient le centre du monde pendant quelque temps, et donc de toutes les attentions bienveillantes et malveillantes. Donc je comprends bien
la préoccupation de nos décideurs et principalement des gens chargés de notre sécurité. Et quand on passe cette fois-ci à un domaine plus ponctuel qui est la menace drone, cette menace drone, elle existe. Elle s'est caractérisée au début de manière un peu médiatique dans un premier temps avec des premiers survols de drones en 2014-2015 au-dessus des centrales nucléaires, ce qui avait valu à l'époque à la FPDC un certain nombre de moments de gloire médiatiques entre guillemets. Mais aujourd'hui, elle s'est trouvée concrétisée sur des théâtres d'opération, pas très loin de chez nous, en Ukraine, en Afrique, où on voit des drones civils utilisés à des fins de surveillance et surtout à des fins de délivrance d'armement, et ça de manière massive. On a vu un certain nombre de drones utilisés pour des préparations d'attentats, voire pour des attentats. Donc il y a un vrai sujet qu'il ne faut pas négliger, c'est le côté un peu obscur du drone, qui aujourd'hui a tendance peut-être, malheureusement, à être jugé prioritaire par rapport au côté utile du drone pour des applications bénéfiques de sécurité. Mais voilà, ça reste un vrai sujet pour les JO de 2024. Je crois comprendre quand même que les démarches, les préparatifs sont faits quand même en termes de solutions pour contrer tout ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs évoqués par bon nombre d'entreprises, c'est aussi de se protéger des possibilités malveillantes. On en a parlé, donc, qui sont offertes par ces drones. Et le secteur de la LAD, la LAD, ou pour la lutte anti-drone, se développe de plus en plus. Je crois que tu as toi-même participé au développement de solutions lutte anti-drone. Mais en quoi ça consiste réellement, cette lutte anti-drone aujourd'hui ? La lutte anti-drone, c'est plusieurs étapes. Déjà, fonctionnellement, on peut dire que il faut savoir détecter, surtout dans un endroit où on n'a pas prévu de voir évoluer des drones, il faut savoir les détecter, les caractériser, savoir ce qu'ils sont, d'où ils viennent, à qui ils peuvent appartenir, comment ils évoluent, sont-ils une menace ou pas. Et puis, dans le pire des cas, il faut savoir les neutraliser. Alors, ça, c'est assez basique, hein, c'est assez traditionnel, c'est un effet militaire qui est connu dans l'artillerie antiaérienne notamment, mais lorsqu'on l'applique à des objets, des aéronefs qui volent assez bas, qui sont de très très petites dimensions, et qui émettent assez peu d'énergie, et qu'on n'a que finalement que quelques secondes pour décider ce qu'on en fait, ça devient compliqué. C'est bien compliqué, c'est-à-dire que les éléments qui permettent de détecter, de caractériser et de neutraliser doivent être particulièrement performants et cerise sur le gâteau, ils doivent être peu chers, puisque finalement ce dont on cherche à se prémunir, c'est peut-être un drone qui vaut quelques centaines d'euros. Alors ça fait une équation qui est pas simple à résoudre, mais dont je vois quand même depuis le lancement de cette affaire de lutte anti-drone des solutions réelles émerger, y compris d'ailleurs des solutions françaises qui ont un certain succès à l'export, et qui font que ça crédibilise quand même la capacité qu'on a à se protéger réellement d'un certain niveau de menace généré par les drones. Alors est-ce que ça garantit la totale immunité? Je ne sais pas, parce que effectivement, maintenant, les adversaires peuvent être aussi très malins, avoir des drones qui ne ciblent pas, qui n'émettent pas, et donc qui peuvent saturer peut-être à un moment ou à un autre le dispositif de défense. Et voilà, donc basiquement, il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là, ce qui n'est pas forcément ce qu'on attendait dans la filière drone, mais le fait est que ça existe et que c'est l'objet d'un certain nombre de développements. Mais ça fera aussi peut-être des emplois à la clé, hein, donc ça peut être aussi très intéressant. Alors, on parle aussi, donc pour ces JO 2024, on parle beaucoup de drone taxi. Que penses-tu de ce que l'on appelle l'UAM, l'Urban Air Mobility? Donc, est-ce que c'est vraiment un avenir pour la filière drone? Écoute, moi je suis assez mesuré sur l'enthousiasme que je vois qui est parfois débordant sur ce secteur, dont je considère qu'il a un véritable avenir, mais déjà, est-ce qu'on est directement lié à la filière drone? Il y a sûrement des zones de recouvrement, mais on part en fait d'un usage qui est aujourd'hui hors de propos dans la filière drone. Nous on utilise les drones pour
observer, mesurer, capter, collecter, mais dès lors qu'on veut transporter du personnel ou même des biens, je pense qu'on déjà on tape dans un niveau de difficulté qui est largement supérieur, et la preuve en est, c'est que les acteurs de cette urban air mobility sont plutôt des acteurs traditionnels de l'aéronautique qui cherchent un débouché de l'aviation classique avec ces nouvelles solutions d'UAM. Et facteur qui complexifie les choses, c'est que bien évidemment la place du pilote, elle est problématique dans un modèle économique où on veut multiplier les missions, on veut multiplier les trajectoires, et on veut rendre les prix des courses des gens qui utiliseraient l'UAM à peu près équivalent de celui d'une course de chez Uber. Je vois un modèle économique qui n'est pas forcément complètement stabilisé. Je vois des solutions haut de gamme, mais qui ne suffisent pas à l'heure actuelle pour obtenir des autorisations, parce qu'on est au tout début du processus et on est très très loin d'avoir des opérations comme ça certifiées sans pilote à bord, avec du personnel mais sans pilote à bord. Donc je trouve que c'est un secteur intéressant, c'est même passionnant, c'est probablement un débouché important pour l'aviation, qui en plus est globalement décarboné puisqu'on n'a plus de la motorisation électrique, mais je vois pas la connexion directe ou l'intérêt direct avec la filière drone qui elle mérite d'avoir des applications concrètes, immédiates, en croissance, et qui sont on va dire peut-être un peu sur des bases plus solides que ce que je vois sur l'UAM. Je voudrais te poser une dernière question. Que penses-tu de nos amis anglais qui nous ont devancés en annonçant qu'ils allaient créer très prochainement des routes aériennes basse hauteur pour faire circuler leurs fameux drones taxi aussi et puis tous les drones de livraison? Alors, puisque tu me poses la question sous le ton de la semi-boutade, je te répondrai dans un premier temps sous le ton de la boutade. Je pense, dans un premier temps, comme disait Jeanne d'Arc, le plus grand bien des Anglais, mais lorsqu'ils sont chez eux. Mais plus sérieusement, on est un peu dans l'effet d'annonce. Hein. Oui. On est dans l'effet d'annonce qui amène à vouloir se singulariser pour attirer peut-être des investisseurs ou du moins l'intérêt médiatique sur le territoire du Royaume-Uni. Néanmoins, je rebalance un petit peu ce point de vue puisque j'ai eu la chance de participer la semaine dernière à une conférence justement sur l'Urban Air Mobility qui s'est terminée par une intervention du directeur général de l'aviation civile française et qui a indiqué que pour lui, l'UAM était devenue une priorité qui lui était donnée par le plus haut niveau politique. Donc, est-ce que cela ne va pas donner lieu à des annonces, tout ça renforcé par effectivement la proximité temporelle des Jeux Olympiques de 2024? Je pense qu'on va peut-être aussi voir l'idée de la France d'être la première nation du monde à offrir une ligne de mobilité aérienne urbaine qui s'appuierait sur ces fameuses routes aériennes de basse hauteur. Donc, les Anglais ont tiré les premiers, mais je pense qu'on va pas tarder à riposter. À riposter, oui. Alors, écoute, on arrive effectivement au terme de cette interview. Je te remercie d'avoir participé à celle-ci. J'ai pris pour habitude maintenant de laisser la parole et le dernier mot sur un sujet que souhaite notre invité. Donc, écoute, je te laisse la parole. Tu choisis ce que tu aimerais pouvoir dire aux auditeurs de Fréquence Drone avec ce mot de fin. Peut-être en te remerciant pour ta très aimable invitation, l'occasion de m'exprimer sur tous ces sujets vraiment qui sont pour moi d'un grand intérêt et même plus qui sont du domaine de la passion. Moi, je reviendrai sur les quelques années d'expérience que j'ai pu avoir dans ce marché à son ouverture, donc début de l'année 2010. Beaucoup de chemin parcouru. Plusieurs échecs, mais quand même une pente d'accroissement, de développement des cas d'usage et du volume d'activité quand même très intéressante et qui semble assez solide pour dire que les drones sont entrés dans l'histoire technologique
comme un secteur très particulier de l'aviation, un secteur un peu hybride, un secteur qui se cherche sur le plan économique, mais qui a encore quand même de belles perspectives devant lui, un secteur qui se nourrit d'innovation et qui fait appel aussi à des gens qui sont un peu innovants, donc aventuriers, même pionniers, et qui aiment bien se remettre en cause par rapport aux 100 ans d'ancienneté, par exemple, de l'aviation traditionnelle. Quand on voit la pente de ces 10 années d'aviation / drone, on peut être content quand même de ce qui s'est passé, tout en regardant bien évidemment l'avenir et se dire qu'il y a énormément de travail à fournir pour la suite, ce qui est plutôt une bonne perspective. Eh bien écoute, c'est sur ces belles paroles que l'on va clôturer cette interview. Je te remercie Stéphane, merci à tous et rendez-vous pour une prochaine interview. Merci Stéphane, au revoir. Au revoir. Une interview réalisée par Thierry Mort et Franck Mur à la régie pour Fréquence Drone.